Eh bien, bonsoir et bienvenue à Rayon d'influence, le magazine littéraire consacré principalement aux écrivains de Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, encore deux invités. Si on voulait trouver un point commun, ce serait probablement pas dans le contenu littéraire, seulement leur patronyme. Deux Fecteau, Nathalie et Mario. D'abord, Nathalie Fecteau pour un premier roman, c'est un premier roman, je crois. Oui. C'est aux éditions Mots en toile et ça s'appelle L'enfant de novembre. Nathalie, j'ai lu votre bouquin. C'est particulier dans le ton, c'est particulier dans l'histoire. Puis je crois que je vous laisserai en parler juste un petit peu. Après, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. De le résumer, vous voulez dire quoi? Si vous voulez, oui, c'est ça. De nous dire un petit peu, c'est qui Viviane? C'est son entourage. Viviane, c'est une jeune femme de début vingtaine qui a ceci de particulier, c'est qu'elle n'éprouve aucun sentiment, des émotions, parfois très brèves, mais c'est ça. Et elle se pose pas trop de questions dans la vie, elle n'a pas d'ambition et tout ça, mais elle va être confrontée à son destin parce qu'il y a une raison pour laquelle elle est comme ça. Et elle va l'apprendre malgré elle et elle va devoir accomplir ce qu'elle a à accomplir en étant aidée de très bonnes personnes qui vont l'accompagner là-dedans. Oui, parce qu'il n'y a vraiment pas le choix à quelque part pour elle. Non, il n'y a pas. C'est sûr qu'on le dévoilera pas. Je vais juste vous dire, par exemple, un petit peu ici, là, vous dites au début, peut-être vous choquerai-je parfois en vous dévoilant peu à peu cette personne que je fus. C'est Viviane qui parle. Oui. Disons que... Oui, je vais le spécifier tout de suite, et on va voir pourquoi. Disons que j'étais une jeune femme de mœurs légères. Entre parenthèses, expression empruntée au petit homme qui m'a procréé puis frappé d'anathème, le père, mon géniteur. Fermez la parenthèse. À la fin des années 80, il n'y avait que 3 plaisirs que je savais goûter. Le sexe, le cognac et les frites. Et c'est certainement dans cet ordre-là aussi. C'est un livre, oui. C'est un livre... on parle là, sexe, mais c'est un livre, je dirais, moi, quand même... C'est pas un livre érotique, là. C'est pas un livre qui se lit à une main, là. Non. C'est véritablement... mais par contre, c'est beaucoup de sensualité. Beaucoup, beaucoup. Bien, la sensualité, dans le sens... J'ai pas voulu que ça soit vulgaire. Je crois pas que ça soit non plus jamais. Mais la sexualité est vue comme un acte de vie, dans le fond, de survie aussi, dans son cas. Oui, là, ce que je dis sensualité, c'est plus dans... au moment où elle rencontre Yuri. Oui. Bon, parce que dans les dialogues aussi, j'ai remarqué, les dialogues sont littéraires. Lorsqu'ils se parlent. Est-ce que ça, c'est voulu? Oui. J'avais pas envie d'entrer dans la langue parlée, là. Moi, j'aime plus écrire de cette façon-là. Mais à quelque part, ça vous a pas un petit peu inquiété, la réception, parce que, bon, on le sait qu'elle ne doit pas parler comme ça. Non. Non, mais c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Et c'est vrai que je me suis questionnée longtemps. Mais moi, quand j'embarque dans des dialogues où c'est une question de goût, là, mais pour ma part, moi, j'aime pas la langue... comment je dirais, familière, là. Okay. J'aime pas lire la langue familière. C'est une question de goût. Parce que vous, Nathalie, les mots, c'est important. Vous aimez beaucoup les mots, je pense. Vous travaillez avec les mots. Toujours. C'est ça. Ici, regardez, vous dites à propos, justement, et c'est là que moi, j'ai pensé un petit peu aussi, à Marie-Cécile Labrèche, à quelque part, dans la façon de raconter. Parce que cette petite fille-là, cette jeune fille-là, en fait, pour faire face à ses angoisses, bon, c'est l'alcool, oui, on l'a dit, et c'est le sexe aussi. C'est le sexe sans amour. Elle dit « J'étais une prédatrice ». Oui. Moi, je dirais, c'est quasiment la veuve noire, là. Oui, c'est pas loin. Elle aime pas. Eh bien, elle est incapable d'aimer ou de haïr, ou elle n'éprouve pas de sentiments, ça, c'est sûr, là, alors... Puis à un moment donné, vient un moment donné où on bascule. Parce que là, pour l'instant, tout ça, ça pourrait être la vie d'une jeune fille aux prises, avec des angoisses, avec de l'anxiété, avec un mal-être. Mais il y a quelque chose, à quelque part, qui plane. Il y a comme un monde occulte qui l'envahit. Ouais, et ça, je vous laisse en parler un petit peu.
Oui, c'est difficile d'en parler Ouais. aussi sans dévoiler. Disons que c'est sûr, j'ai touché à la réincarnation. Il y a des gens qui m'ont dit c'est osé. Ils m'ont trouvé osé de parler de ça, de la mort, parce que la mort est constamment présente et veut pas. Mhm. Et j'ai amené une vision de la mort aussi là-dedans qui peut parfois surprendre des gens. Mais c'est sûr qu'elle porte en elle pas juste sa vie présente, mais ses autres vies en même temps. Et elle est constamment hantée par ça. Oui, parce qu'elle a des visions qui sont, Elle a des qui visions. produisent des effets presque catastrophiques sur elle. Ben oui, ce qui lui arrive dans le fond, c'est que au moment où elle devrait éprouver un sentiment ou quelque chose et que ce serait assez puissant, elle tombe en elle-même. C'était difficile à décrire. Et c'est ça comme si, dans le fond, c'est que son âme est en train de mourir, là. Elle est en train de s'éteindre. Ça, là, je pense qu'on n'ira pas On plus ira pas loin plus parce loin. que sinon, Ouais. on arrive à dévoiler. C'est difficile. On arrive à dévoiler. Ouais, c'est... Je vais regarder, je reprends un autre passage aussi là-dessus. On parlait des dialogues. C'est ici, oui. Dis-moi, Viviane, fit-il en me sondant de ses immenses yeux émeraudes, qu'est-ce que tu attends de la vie? Rien. Je vis au jour le jour. C'est suffisant pour moi. Je ne veux plus me poser de questions. Ça oblige à pénétrer dans les coins obscurs de mon esprit et ils me font peur, ces coins. C'est ça, ces hallucinations-là. C'est ça, ces visions. C'est... Puis elle a constamment peur, c'est ça. C'est pour ça qu'elle veut pas, elle ne veut pas explorer, elle refuse de parler de ça. Puis Yuri, il la ramène toujours à ça, puis elle a peur. Yuri, ensuite, il y a un autre personnage aussi. Yuri est musicien, il faut dire, parce Oui. que la musique est importante là-dedans. Beaucoup. Ça prend, mais la musique prend une grande place dans ma vie. Et ce roman-là, j'ai écrit des scènes que j'ai écrites avec telle musique. Et moi, j'écris toujours avec la musique pour avoir le même mouvement et tout ça. Fait que, oui. On le sait parce qu'il y a beaucoup de jazz aussi. Beaucoup. C'est une musique que vous avez? J'ai grandi dans le jazz avec des oncles musiciens et tout ça, oui. C'est une musique qui m'habite, disons. Et aussi, en quatrième de couverture, vous dites que certains passages ont été pénibles à écrire. Oui. Qu'est-ce qui a été pénible? Comment ça a été pénible pour vous, là? Bien, première Quel des point? choses, c'est que écrire, se mettre dans la peau d'un personnage qui ne ressent rien, en partant, c'est difficile. Alors, souvent, j'ai pleuré à sa place ou des fois, je me fâchais contre elle. J'arrêtais d'écrire et je criais quasiment au meurtre parce que j'étais fâchée sur sa façon, sa façon de réagir ou des trucs comme ça. Mais un passage qui a été particulièrement difficile, et j'ai demandé à mon chum cette fin de semaine-là de partir parce que je savais que j'étais rendue à écrire ce chapitre-là. C'est le chapitre 12, qui est un chapitre charnière, qu'à partir de là, vraiment, tout se met à débouler Ça dans va l'autre sens. basculer, Ça, on part dans la pente, puis je me suis fait peur, moi, des fois, parce qu'il y a des moments où ça peut être épeurant, là, quand elle est confrontée à son démon. tout Le ça. démon. Alors, je me suis fait peur. Mais c'était surtout de me forcer à ne rien ressentir. Pendant tout le temps que j'ai écrit ça, c'était très difficile. Vous vous êtes mise dans sa peau? Ben, comment? Non, elle m'habitait. OK. Elle m'habitait, mais moi, j'aurais voulu des fois écrire, je sais, quelque chose de fin, ou, tu sais, je l'aime. Mais je pouvais pas. Je devais toujours être très, très neutre. Parce que elle m'habitait, elle était une entité complète, si on veut. Mais moi, j'étais la plume quand même. Alors, c'est ça. Je ressentais ce qu'elle ressentait, si on veut. Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez aimé connaître? Pas ça. Parce qu'on J'aurais aimé mieux James Cameron. On dirait qu'il y a comme c'est une relation, un genre de guerre aussi. Une relation amour-haine, peut-être, que je pourrais dire, entre vous et elle. Ce personnage-là, Ouais. oui. Ben, c'est sûr que je l'ai aimé parce que je l'ai porté. Là. Ouais. Mais rencontrer quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué, qui est complètement bloqué de ses émotions, tout ça. Ça peut pas être très agréable, là, je pense pas. Parce que si on fait abstraction, mettons, de l'aspect occulte et tout ça ou fantastique à l'occasion, qui se situe, qui se retrouve dans votre roman, des personnages comme ça existe. Il y a des personnes, Des oui. gens qui ne peuvent pas, qui ont été privés d'amour et qui ne pourront jamais.
Oui, il appelait ça à une époque, je ne sais pas encore, là, mais les enfants téflons, entre Oui, autres, tout là, à sur fait. qui rien collait, tout ça. Là. Oui, ça se peut. Parce qu'au départ, c'est comme ça un peu qu'on pourrait la ressentir quand on ne sait pas les raisons. Quand là, on ne sait pas les que c'est raisons. carrément Oui, à parce que cause dans de sa l'enfance, famille, c'est ça. tout a été bien, tout le monde a réussi. Oui, c'est et le tout mouton ça. noir. Elle, c'est carrément, c'est de même qu'elle se définit. D'ailleurs, un passage, elle dit « Je suis le mouton noir », mais il Oui. semble qu'elle utilise l'expression. Oui, puis c'est ça, c'est qu'elle est aussi la seule qui n'est pas en couple de jumeaux dans sa famille. Tout à fait aussi. Fait que, ouais, c'est ça. La vie, puis elle dit qu'elle n'a pas eu d'attention, jamais, mais que de toute façon, elle n'aurait jamais réclamé Sauf non Maggie. plus. Maggie qui s'en est occupée malgré le fait qu'elle lui rendait pas du tout son affection et tout ça. Ouais. Exactement. L'écriture, pour vous, c'est un désir de longue date? Ah, je savais même pas écrire que je voulais écrire. Ah oui? Ah oui, j'avais toujours un crayon dans les mains. J'étais petite, j'avais toujours... j'essayais d'écrire, puis j'écrivais des choses, puis je disais à ma mère, qu'est-ce que j'ai écrit? Elle inventait des choses. Avant de passer aussi au questionnaire de Proust, parce que je vois qu'on me fait des signes que notre temps achève. Vos projets? Est-ce qu'il y a d'autres projets en écriture? Oui. Bien, il y a une suite que je suis en train d'écrire, mais le problème, c'est le temps aussi. OK. Puis là, en ce moment, je suis bloquée aussi sur quelque chose. Ça va débloquer. Bon, on va attendre ça avec impatience. Je parlais du questionnaire de Proust, justement, dans le volume, à un moment donné, on fait référence à Proust à quelque part. Ouais. Fait qu'on va l'utiliser ici. Ma vertu préférée? L'authenticité. La qualité que je préfère chez les hommes? L'intelligence, l'humour, certainement, et le respect de la liberté de l'autre, très important. La qualité que je préfère chez les femmes? C'est la créativité, beaucoup, et l'authenticité. Votre principal défaut? Je suis négligente. Votre principale qualité? Je suis quelqu'un qui est... c'est en même temps un défaut, je suis entêtée, mais c'est une qualité aussi dans la vie. Quel serait votre plus grand malheur? D'oublier mes raisons d'être heureuse. À part vous-même, qui auriez-vous aimé être? Personne d'autre. Je suis heureuse comme je suis. Votre mot préféré? Velours. J'aime le mot velours. Le mot que vous détestez le plus? Y a-t-il des mots que je déteste vraiment? Je sais pas. Des mots qui évoquent la haine, peut-être, mais peut-être le mot haine, ça. Une réforme qui n'aurait jamais dû avoir lieu? La dernière réforme de l'éducation. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu, je crois. Et elle devrait être abolie. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence? Celle qu'on veut bien réparer et en toute humilité aussi. Et votre devise? C'est une petite phrase en langage familier. Regarde-moi bien aller. Alors, je vous remercie beaucoup, Nathalie. Nous Merci. allons rejoindre Maryse Pomerleau de la bibliothèque Lis beaucoup pour son choix de lecture cette semaine. Merci énormément. Merci. Eh bien, Maryse, qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine comme choix de la bibliothécaire? Oui, bien, tu sais, dans le monde de l'édition, il y a des petites curiosités, hein? Il y a des surprises, il y a des clins d'œil. Parfois, on se demande quel était le but d'éditer de tel truc ou pourquoi mettre sous presse de tel titre. Je crois que c'est un bon exemple. Et c'est une bande dessinée de Tintin, une bande dessinée de 1958, Coq en stock, qui, l'an dernier, a été adaptée en québécois. Je dis bien une adaptation québécoise parce que, tout le monde le sait, les albums Tintin ont tous été traduits en 80 langues officielles de pays. Mais depuis une trentaine d'années maintenant, la société Moulinsart, la société Moulinsart, qui est la succession d'Hergé, accepte maintenant des dialectes, des patois régionaux. Donc, M. Laberge, Yves Laberge, sociologue de l'Université de Québec, a fait la demande auprès de la Société Moulinsart et a été accepté.
Tout ça pour dire que c'est sûr que, comme je dis, c'est un clin d'œil dans tout ça. Donc, j'ai lu simultanément la page française avec la page québécoise, tu sais, pour y retrouver, pour plus m'amuser, pour y retrouver justement, entre autres, la Champlure, entre autres, Allons aux vues à la place du cinéma, un 649 à la place de l'Auto-Québec, etc. Fait que c'est sûr qu'on la baraque et braillé et tout ça, c'est sûr. On le retrouve, c'est une adaptation québécoise. Sauf que le capitaine Haddock, lui, il n'a aucun sacre. Il a conservé son tonnerre de Brest, a conservé son 1000 millions de 1000 sabards. C'est sûr que c'est une pièce de collection dont les bibliothèques, c'est sûr que nous avons intérêt à la conserver, comme je dis, pour une curiosité. Donc, il faut juste se présenter à la bibliothèque, puis venir comparer justement ces deux œuvres-là, 50 ans d'intervalle. Bien, merci Marie. J'ai pas eu besoin de vous couper cette semaine. Non. On l'a fait en 2 minutes. Oui, merci. Maintenant, je reçois mon deuxième invité, Mario Fecteau. Mario est ici pour les maîtres du Pentacle. Là, j'ai dans les mains le tome 2. Le tome 2 s'appelle Ouest et c'est publié aux éditions Michel Quintin. C'est fantastique. C'est du roman jeunesse. C'est 4 ou 5 tomes. Ce sera 5 tomes. C'est 5 tomes. On cherchait justement comment ça s'appelle. Est-ce que c'était une pentalogie ou quoi? Fait qu'on invite les gens, s'ils savent comment ça s'appelle, à nous écrire ou à nous en faire part. Parce que j'aurais aimé que ce soit 4 tomes. Là, je savais le mot. Bon, alors Mario, bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Mario, c'est... Bon, il y a des Vikings, il y a des centaures, il y a Cyclopes, il y a plein... C'est un univers fantastique, et le mot? Oui, effectivement, c'est le terme employé. C'est venu d'où, ça? Comment ça vous est venu? Je veux dire, tu ne viens pas du jour au lendemain puis tu crées un monde, parce que vous avez créé un monde, vous avez des cartes, vous avez tout ça. La réponse va probablement vous surprendre, mais j'ai eu la totalité de l'idée en une dizaine de minutes. Ah oui? J'étais en train d'écrire mon deuxième roman qui a été publié chez Boréal, L'Envol du Dragon. OK. Et là, j'étais un peu fatigué, j'avais un petit manque d'idées. J'ai décidé de faire une pause une semaine et je me suis dit, chaque soir, je vais réécouter un des 3 films Seigneur des Anneaux. Et, parce que moi, jusque-là, je voulais toujours écrire de la science-fiction, surtout. Alors là, j'ai commencé à regarder les films, et quand j'étais en train de regarder le deuxième, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que si je laissais tomber la science-fiction et j'essayais quelque chose dans le domaine de la fantasy, qu'est-ce que je pourrais faire? Il m'a fallu une dizaine de minutes. Là, j'ai pensé, bon, un anneau, c'est pris, une bague, c'est pareil. Là, j'ai pensé à différents objets magiques. Et là, j'ai pensé au pentacle. Ensuite, quelles espèces que je pourrais utiliser? Et si c'est un pentacle, il y a 5, donc il y aurait 5 romans. Donc, les titres me sont venus pratiquement instantanément. Évidemment, les titres étant nord, ouest, sud, est et le dernier centre. Le centre. Ça, c'est en fait la carte. C'est ça. Là, j'ai fait une carte d'un monde imaginaire. À l'intérieur, oui. Bien sûr, Mario, on n'est pas sans penser au Seigneur des Anneaux lorsqu'on le lit. Bon, c'est effectivement l'inspiration première. C'est ce qui est plus connu. Par contre, les personnages n'ont rien à voir avec les personnages de Tolkien. Non. C'est vraiment des êtres que vous avez créés. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu, parce que là, on parle... Tous les deux, on l'a lu. Ouais. Vous l'avez écrit, mais moi, je l'ai lu. Mais les spectateurs se demandent peut-être un peu. Effectivement, bien, c'est une chose. J'ai vu une critique du roman Eragon de Christopher Paolini, et on lui reproche d'avoir utilisé des elfes et des nains comme dans Le Seigneur des Anneaux. Okay. Donc, j'ai voulu utiliser d'autres personnages. Là, j'ai regardé dans notre mythologie qu'est-ce qu'on pouvait avoir. Les cyclopes sont venus assez naturellement. Les centaures en premier. J'ai aussi des personnages qui sont des géants. Au début, parce que traditionnellement, les cyclopes et les géants, c'est une même espèce. Moi, j'en ai fait 2, séparés. Ensuite, il y a quelques espèces qui sont complètement inventées, comme le vercève, qui est une créature qui nous ressemble, un bipède, sauf qu'il est vert, et en fait, c'est une plante. Et quand il s'enracine, il se plante les orteils dans le sol, il lui pousse des feuilles, il est camouflé. Il est donc parfait pour faire de l'espionnage, parce que c'est rare que les gens soupçonnent un arbre de les espionner. J'ai donc fouillé un peu dans différentes histoires que je pouvais avoir pensé à faire auparavant, et j'ai tout réuni ça dans les maîtres du Pentacle. Et bon, ils partent... Et sans rien non plus, sans rien dévoiler ici non plus, ils partent à la recherche
du pentacle éclaté. C'est ce qui se ça, passe. C'est ça la exactement. trame de fond. C'est ça. Là. Parce qu'il y a une sorcière là-dedans là, qui est importante. La cruelle magicienne là, qui dirige le monde sans partage depuis 800 ans. C'est qu'il y a 1000 ans, les magiciens s'étaient réunis pour créer le pentacle pour devenir immortels. Et là, ils guidaient les gens. Donc, ils arbitraient les conflits. Et là, le pouvoir lui a monté à la tête et elle a détruit le pentacle pour être seule à avoir le pouvoir. Mais plus tard, le magicien a découvert que s'il réunissait les morceaux de pentacle et qu'il les rassemblait, ça allait détruire tous ses pouvoirs. Et donc, comme ça fait 800 ans, elle va reprendre ces 800 ans d'un seul coup, ce qui n'est pas très bon pour la santé, disons-le. Est-ce qu'on peut faire une lecture au 2e degré, à un autre degré de ça, des empires, de ce qui se passe actuellement, des invasions? Est-ce que ça, c'était là ou pantoute, là? C'est peut-être arrivé par accident. Ouais. Je n'ai pas visé ça du tout. Là. OK. Vraiment, il y C'était a vraiment pas... le divertissement, moi. C'est une lecture de divertissement. C'est ça, d'abord avant tout. J'ai appris quelque chose en lisant votre livre que je ne savais pas du tout. Les centaures ont peur de l'eau? Je ne sais pas c'est quoi dans la réalité, mais effectivement, j'ai imaginé, c'est peut-être le fait que j'ai étudié dans le domaine des sciences, mais j'imagine comment est fait le corps d'un centaure. Il ne serait pas capable de nager, il serait déséquilibré. À cause des déséquilibres. Ils auraient donc peur de l'eau, effectivement. Je vous dis ça, ça semblait en blague, mais c'est simplement pour faire voir à ceux et celles qui nous écoutent que rien n'a été négligé. Il y a plein de petits détails comme ça. Vous savez, on lit votre bouquet, puis c'est vraiment là, comme dans tous les romans. On a les traits caractéristiques des personnages, on a leur psychologie. Donc, on sait que s'ils réagissent de telle façon à tel moment, c'est parce que ces êtres-là avaient telle chose, tu sais. Oui. Ça, moi, ça m'a impressionné. Là. Parce que c'est pas fréquent non plus. C'est peut-être quelque chose Qu'est-ce qui qui me vous a mis manquait. sur cette piste-là? Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, puisque dans les années 80-90, j'écrivais de la science-fiction. C'est quelque chose qui me manquait, ça, mettre des détails comme ça. J'en mettais pas assez. OK. J'avais tendance à... J'avais des histoires plus courtes, forcément, à ce moment-là. C'est quand j'ai écrit mon premier roman qui a été publié, Gaylord, en 2007. Je travaillais avec un ami qui, lui aussi, est écrivain. Alors, on s'échangeait nos textes. Je lis les siens, il lit les miens. Et lui, il faisait du roman jeunesse. Okay. Alors, j'ai donc essayé un roman jeunesse. Et quand il l'a lu, il compare ça un peu comme s'il y avait un escalier et que d'un seul coup, j'avais monté plusieurs marches. Et il dit, depuis ce temps-là, je suis resté en haut. Je n'ai pas redescendu. Donc, je n'ai pas trébuché. Puis je pense, en tout cas, moi, c'est pas moi qui va le contredire non plus. Maintenant, vous êtes invité dans tous les salons du livre du Québec, comme invité. Oui, effectivement. Mon éditeur m'envoie dans différents salons du livre. Ensuite de ça, vous êtes écrivain à temps plein, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Donc, ça veut dire que vous gagnez votre vie en écrivant. Oui. C'est quand même pas fréquent non plus au Québec. C'est très rare. Parce que quand on dit que quelqu'un qui vend 4000 est devenu un best-seller. On appelle ça un best-seller. Tandis que vous, je pense que chez vous, quand je dis chez vous, chez Michel Quintin, on vise plus que ça. Ah oui, effectivement, l'éditeur espère dans la vie du livre en vendre 10 000 de chacun. J'en avais parlé au Salon du livre à Sherbrooke quand je l'ai rencontré. Est-ce qu'on peut espérer la première année en vendre, disons, 2 000? Il m'a répondu, si on en vend 2 000 la première année, je vais être très déçu. OK. Au moins 3 000. Fait que ça fait un sacré velours. Disons là, que c'est seulement mon troisième et quatrième, c'est les deux premiers de la série. Là. Et présentement, ça s'aligne vers ça? Je n'ai pas encore eu de résultats officiels, mais au Salon du livre à Montréal, l'éditeur était surpris, ça s'est mieux vendu qu'il espérait. Et le livre venait de sortir, je n'étais pas connu du tout. Oui. Est-ce que vous avez des commentaires là, actuellement de vos lecteurs, de vos jeunes lecteurs? Est-ce qu'on vous écrit ou... Des commentaires, je n'en ai pas eu encore. J'imagine qu'ils peuvent écrire à l'éditeur. L'éditeur en reçoit, évidemment. Là. Mais vous n'avez pas eu de suivi? J'ai vu quelques critiques. Les gens semblent bien aimés. Ça s'est très bien reçu. C'est bien reçu. Pour l'instant. OK. Vous êtes même, à ce que j'ai cru comprendre, vous avez été traduit? Le premier roman, Gaylord, a été traduit en braille. En braille? Je n'ai pas vu à quoi ressemble le livre. J'aimerais ça le voir un jour. Là, mais vraiment, quand j'ai découvert ça sur Internet, là, ça a été la surprise totale. Un émerveillement. Là. Je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose d'aussi gros.
Mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi une carrière, disons, internationale, ou en tout cas, du moins en France? L'éditeur va essayer. Michel Quintin, ouais. C'est en Europe. Certaines de ces il est en séries sont Europe déjà en pour Europe. déjà des volumes. D'autres séries, Oui. Gaig OK. est en Europe. Luna, surtout que l'auteur était française, forcément qu'il est en Europe lui aussi. Will Gundy, là, il va essayer de placer celle-là aussi dans les prochains mois. Là. Il doit être en négociation. Là. Et s'il arrive à se placer en Europe, là, évidemment, surtout qu'en Europe, la fantasy est appréciée. Les gens lisent beaucoup plus. Tout à fait. Et beaucoup de ce genre-là. Oh. En terminant, ben, avant, disons, de passer plutôt au questionnaire de Proust, je vais juste lire un petit extrait. Oui. C'est dans les débuts du volume, oui, c'est ça, à page 13. Le détour amena toutefois les 5 amis à traverser le territoire des dragons. Ils tombèrent en même temps sur une patrouille du Pentacle et sur 3 de ses monstres. L'ennemi commun amena les 2 groupes à combattre côte à côte les êtres cracheurs de feu. Des secours venus de Dragonberg permirent aux survivants d'échapper à une mort atroce, et Dragonberg accepta de se soulever contre l'Amativa. Le groupe devait, à présent, chercher le second morceau, à l'ouest, au pays des Cyclopes. C'est le thème du deuxième livre. C'est le thème du deuxième livre, tout à fait. Je vous remercie, Mario, là-dessus. On fait le questionnaire de Proust en terminant, si vous le voulez bien. Votre vertu préférée? L'objectivité. La qualité que vous préférez chez les hommes? La bonne foi. La qualité que vous préférez chez les femmes? La sincérité, je dirais. Votre principal défaut? J'ai tendance à me déprécier. Votre principale qualité? La persévérance. Il s'est écoulé 29 ans entre le moment où j'ai rêvé de devenir écrivain et mon premier roman. Ouais. Alors, j'ai jamais arrêté et ça finit par produire. Tout à fait. Je pense que ça aussi, ça peut être encourageant pour les jeunes qui nous écoutent, justement. D'autant plus qu'au secondaire, j'étais nul en français. J'ai terminé mon secondaire 5 avec 52 %. Aïe, aïe! Ce qui, aujourd'hui, ne me permettrait pas de passer. Non. C'est ça que je m'en allais dire. C'est pas en note de passage. Je suis diplômé d'études françaises à l'Université de Sherbrooke. Pour dire... Donc, à un moment donné, il s'est produit un déclic. Parfois, on n'est pas prêt à un certain âge. On peut être prêt plus tard. Il s'est produit un déclic. Alors, quand vous me dites... On persévère, on finit par arriver. Quand vous me dites la persévérance, je vous crois. Oui. Absolument. Oui. Votre rêve de bonheur? Que ça continue comme ça. Je pense que je réalise en fait mes rêves. Chaque jour, je me lève, je regarde dans ma bibliothèque, je vois mes livres. C'est pas un rêve, c'est vrai. C'est réel. Votre plus grand malheur? Quel serait votre plus grand malheur? De ne pas être capable d'écrire. Je crois bien que ce serait le plus horrible en ce moment. Votre mot préféré? Pourquoi? Le mot que vous détestez le plus? Oh! Bonne question. Peut-être le mot... je sais pas, des mots reliés à la violence, à la malhonnêteté. La malhonnêteté. Malhonnêteté. Votre devise? Quand on échoue, réessayer. Essayer encore et encore, persévérer. On revient avec la persévérance. Effectivement. Alors, je vous remercie beaucoup, Mario. Je vous remercie aussi d'avoir été avec nous. C'était Les Maîtres du Pentacle. C'est de Mario Fecteau aux éditions Michel Quintin. Et en première partie, nous avions Nathalie Fecteau avec L'Enfant de novembre. Et c'est publié aux éditions Mots en toile. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.